Mesdames et messieurs, bonsoir. Merci de nous rejoindre en direct de Al24 News pour un nouveau numéro de l'échiquier international. Tout de suite, donc, le début de l'émission. L'entité sioniste n'a eu de cesse de défier le droit international, les résolutions onusiennes et tous les appels à mettre un terme à la guerre contre Gaza, et ce depuis le 7 octobre 2023. Depuis, le monde qui s'est élevé pour dénoncer cette guerre s'est vu confronté à un mur de restrictions et à des séries d'arrestations, tantôt pour apologie de terrorisme, tantôt pour antisémitisme. Et la boucle est ainsi bouclée, pourraient croire certains. Aussi, des pays européens qui ont préféré plaider la cause de l'entité sioniste, le droit à l'autodéfense a été le prétexte tout trouvé et bien sûr galvaudé dans tous les médias occidentaux. Quant au massacre commis à Gaza, cela, il n'était pas apparemment visible. Ce soir, nous parlerons donc de ces procédures de restrictions imposées aux manifestations pro-palestiniennes et bien sûr à l'impunité, à toute épreuve accordée à l'entité sioniste. Tout de suite, les développements. Alors, comme je le disais, nous accueillons ce soir avec beaucoup de plaisir à l'échiquier international notre Gamal Abina qui a l'habitude de passer avec nous en direct par Skype. Aujourd'hui, il n'est pas par Skype, il est en chair et en os avec nous sur le plateau de Al24 News. Gamal Abina, vous êtes analyste de questions internationales. Bonsoir et merci d'avoir accepté notre invitation. Merci, je ne vous cache pas la fierté que j'ai à être en Algérie pour le coup. Ça faisait longtemps que je n'étais pas revenu, puis surtout je rends un hommage à tout ce que vous avez fait, tout ce travail formidable de l'équipe et au fait effectivement que l'Algérie se singularise par une position honnête vis-à-vis de la question palestinienne. Alors dites-nous, combien de temps que vous n'êtes pas venu en Algérie ? Très longtemps, ça remonte aux années 90. 35 ans à peu près ? À peu près, oui, malheureusement. J'étais interdit de venir pour plusieurs raisons. D'abord parce qu'évidemment, il y a eu la guerre civile. Ensuite parce que je devais m'occuper de ma famille. Ensuite parce qu'il y avait des problèmes liés à mes engagements politiques, ce qui font que je n'ai pas pu revenir tranquillement, sachant que c'était compliqué en France. Donc tout un tas de paramètres qui ont fait qu'effectivement, par rapport à mon père, il a fallu qu'on prenne un petit peu de recul. Beaucoup de recul, trop même à mon sens. Oui. Donc ça fait très longtemps qu'on n'est pas revenu, mais en même temps, je découvre un pays merveilleux qui a changé, qui s'est valorisé, avec un peuple qui se bat pour réussir. Une fierté, je pense que les Algériens de la diaspora doivent faire comme ce que je fais aujourd'hui, revoir leur pays. Très bien. Alors, bienvenue chez vous. Vous êtes donc le bienvenu. Vous êtes chez vous. Vous n'avez pas besoin de vous faire inviter. Gamal Abina, pour revenir un petit peu sur le sujet aujourd'hui de l'échiquier international, depuis le début de la guerre contre Gaza, c'est-à-dire le 7 octobre 2023, on a assisté à plusieurs résolutions contre l'entité sioniste pour les cessez-le-feu, par exemple, qui n'ont pas été respectées. On a assisté au fait que le droit international a été bafoué et complètement bafoué par l'entité sioniste. Les appels des ONG n'ont pas eu d'écho. Finalement, depuis le début, l'entité sioniste n'a eu de cesse de bafouer le droit international sans que rien il ne lui soit arrivé quoi que ce soit. C'est-à-dire, ça a été à notre pays, on a revu beaucoup de sanctions et beaucoup de réactions. Tout le monde se souvient de l'agression contre la Libye de Kadhafi, pour laquelle on prétendait qu'il y aurait eu un massacre de masse, que Kadhafi voulait tuer sa population alors qu'il adorait sa population. On a monté tout un stratagème pour le diaboliser, méthode classique de la part des ennemis du monde arabe. Et à ce moment-là, c'était très très rapide. Je veux dire, les résolutions sont tombées les unes derrière les autres, la France était aux avant-postes, les États-Unis ont suivi comme un seul homme, l'Angleterre, bref, tous les ennemis du monde arabe. Et aujourd'hui, je parle des dirigeants, bien évidemment, parce que les peuples ne sont pas forcément d'accord, on en parlera. Et aujourd'hui, on se rend compte qu'effectivement, l'entité sioniste, en l'occurrence, qui a bénéficié à plein de l'ONU en 1948, puisqu'en 1947, on leur consacre la possibilité de confisquer aux Palestiniens 53% de leurs terres. C'est ça le plan de partage. C'est déjà un plan inégal, 53%. Et aujourd'hui, ils se plaignent de ce qui leur arrive, soi-disant, de la part de l'ONU, qui fait beaucoup qui commence vraiment à agir et qui essaie de faire des choses contraignantes. Ils ne le respectent pas. Oui. Donc aujourd'hui, on se rend bien compte qu'effectivement, à l'époque, ils étaient heureux de voir que l'ONU crée leur État. Et aujourd'hui, ils sont mécontents de voir que l'ONU commence à parler de droits les concernant et d'infractions aux droits, de violation des droits humains, de crimes de guerre, on le sait, et sans doute de génocide.
Alors, vous venez donc de France, à Paris plus précisément, et depuis le début du déclenchement de cette guerre contre Gaza, il y a eu, on l'a remarqué, des manifestations à travers le monde pro-palestiniennes qui, au départ, étaient plus ou moins tolérées, plus ou moins bien accueillies. Mais depuis quelque temps, on voit de plus en plus de restrictions, par exemple, dans le droit de manifester pour la Palestine. Surtout en France, il y a eu des procédures donc, de restriction, la loi Bayon, aujourd'hui. Est-ce que finalement le fait de se positionner pour la Palestine est devenu un délit quelque part? Alors c'est un délit, d'abord, il ne faut pas se tromper, c'est un délit au niveau des dirigeants occidentaux qui soutiennent l'antisionisme. Oui. Ça, c'est une réalité. Il y a une obsession de les soutenir parce que les créateurs de cette horreur, c'est la France, l'Angleterre, les accords Sykes-Picot, et ensuite c'est les États-Unis qui maintiennent cette puissance régionale parce qu'ils ont un porte-avions dans la région qui sert leur intérêt. Mais en vérité, il ne faut pas oublier une chose. La France, effectivement, aux avant-postes, a interdit toutes les manifestations. Il était interdit de manifester après le 7 octobre parce qu'il considérait que ce serait un soutien au Hamas, qui était assez ridicule. Oui. C'est-à-dire qu'empêcher qu'un crime soit perpétré, en l'occurrence, et on savait qu'ils allaient massacrer les Palestiniens, on ne devait rien dire. Ensuite, il y a ce que vous appelez les procédures Bayon, effectivement, judiciaires, qui consistent, moi-même, j'étais victime de ça. Enfin, ils ont essayé de me rendre victime, ça n'a pas marché. À faire des procès à leur vie, à tout le monde, dès l'instant où il y a une position qui est en faveur des Palestiniens. Le problème, c'est que le crime est en train de se perpétrer, on le sait, et qu'on empêche les peuples du monde entier, puisque le monde entier manifeste, particulièrement en France, en Allemagne, on l'a vu, les Allemands ont été extrêmement violents vis-à-vis des manifestants. En Angleterre, mais ça s'est calmé assez rapidement parce qu'il y a plus de liberté. On a empêché les manifestations de soutien au peuple de Palestine au motif qu'on serait antisémite. Le mot magique, qui est ridicule quand on est arabe, parce que les arabes sont sémites, mais au-delà de ça, ce mot magique qui était un disqualifiant pour dire finalement ceux qui sont contre Israël, l'entité sioniste, et les crimes perpétrés par ces barbares, parce qu'il faut donner les mots, ce sont des barbares, ils tuent des femmes, des enfants, eh bien ces gens-là seraient antisémites. Le problème, c'est que les gens qui dirigent la Palestine aujourd'hui, occupés, ces sionistes, ne sont même pas sémites, ce sont des Khazars. Donc rien que le mot ne veut rien dire. Et sur le plan de l'action palestinienne et de ceux qui soutiennent la Palestine, ce n'est pas une question religieuse, ni une question ethnique, c'est une question de justice. Nous sommes pour la justice pour le peuple palestinien, à qui on a retiré le droit d'exister aujourd'hui. De colonisation. C'est une colonisation de masse et un massacre de masse, il faut le rappeler. Alors, c'est-à-dire à quel moment le fait de défendre la Palestine, en quoi le fait de brader, par exemple, ou de prendre un drapeau ou la kéfiée palestinienne devient apologie pour le terrorisme? Est-ce que le fait de prononcer juste le mot Hamas et c'est une apologie pour le terrorisme? Pour octroyer une manifestation pro-palestinienne, il faut attendre des semaines, des jours, voire d'autres manifestations, par exemple pour le droit de l'entité sioniste à se défendre. Il y a plus de facilité pour ceux qui désirent bien sûr manifester sur ça. Vu le niveau de massacre maintenant, il est plus facile de manifester, quoi qu'ils essaient encore de faire quelques procédures pour les empêcher, parce qu'ils ont modulé la loi en fonction de leurs intérêts. Ils ont fait quoi? Ils ont fait des textes de loi qui caractérisent un délit qui n'existait pas, à savoir l'apologie du terrorisme. Ça ne veut rien dire dans l'absolu. Si quelqu'un a envie de dire, par exemple, qu'un terroriste, on va prendre Ben Laden, est un homme formidable, c'est pas bien, mais ce n'est pas un crime. C'est un délit. Ça mérite peut-être une peine. Peut-être qu'il faut répertorier peut-être une certaine terminologie et dire qu'à partir du moment où on dit ça, c'est apologie contre le terrorisme. C'est une façon de vous dire taisez-vous définitivement. Voilà. Que le fait de dire le Hamas, par exemple, n'est pas un groupe de terrorisme et de résistance, même s'ils ont pu, dans une première action, avoir des actes terroristes comme Israël aujourd'hui. Cet État-là passe son temps à terroriser la population. Le terrorisme, c'est quoi? Parce qu'il faut rappeler les termes. C'est user de violence, massacrer des populations civiles pour obtenir un but politique et faire en sorte que les gens bougent et changent de position. C'est ça le terrorisme, ça a été inventé par les Français d'ailleurs, en 1793-94, pour faire en sorte que la France qui était royaliste devienne républicaine. Donc le terrorisme est une action effectivement détestable, mais en même temps c'est une action politique avec une visée politique. Et aujourd'hui on voudrait dire que les terroristes ce sont des monstres, comme ça, désincarnés. Le problème c'est que les premiers à avoir utilisé le terrorisme c'est les Français, les seconds dans l'histoire de l'humanité, je ne plaisante pas, c'est les sionistes. Haganah, Irgun, qui faisaient sauter des immeubles quand même, des fameux hôtels King David. Ces gens-là, c'est les premiers à avoir utilisé le terrorisme. Avant, ça n'existait pas. Il y avait des actions contre des militaires. Encore une fois, ce n'est pas du terrorisme. Quand les Français, par exemple, se battaient contre les Allemands, c'est des actions qui ciblaient des militaires exclusivement. Donc, c'est des actions militaires. Et là, ils ont créé des actions pour tuer des civils afin d'obtenir des résultats. Eh bien, aujourd'hui, on voudrait nous bâillonner en faisant croire, si vous soutenez la Palestine, vous êtes Hamas, si vous soutenez le Hamas, vous faites l'apologie du terrorisme. C'est une visée ridicule, c'est un sophisme grossier, mais ça fonctionne parce que ça terrorise les gens, là on parle de terrorisme politique, qui voudraient soutenir la Palestine. On passe aussi par rapport donc ce thème de défiance de l'entité sioniste à tout ce qui est droit international, ceux qui n'en font qu'à leur tête. Alors
Pas plus tard qu'il y a 2 semaines de cela, Rafah a été attaqué en dépit de toutes les mises en garde que la communauté internationale donc, a émises. Effectivement, et en particulier le président Biden qui disait que toute attaque contre Rafah serait une catastrophe. Tout cela, apparemment, n'a pas eu d'écho, n'a pas trouvé d'oreille attentive du côté de l'entité sioniste, encore moins du côté de Netanyahou. Il ne faut jamais oublier que cet homme est un malade mental. Il faut l'appeler ce qu'il est, c'est un malade mental, c'est un criminel. C'est un type qui aimait Hitler et Mussolini. Son père était un adorateur de ces deux dirigeants. Ça ne le devrait pas pour quelqu'un qui est responsable de l'Holocauste. Oui, mais ça ne pose pas de problème parce que ce qu'il aimait, c'est la méthode. Ce n'est pas les visées et la faim et les massacres. Ça, évidemment, tout le monde condamne. Ce qu'il aimait, c'est les méthodes qui ont conduit ces hommes au pouvoir et à garantir leur pouvoir de façon très puissante. La structuration de l'État par le système militarisé, le fait d'imposer des réformes de force où le Parlement n'existe pas. Et d'ailleurs, on voit bien récemment que cet homme, Netanyahou, voulait passer outre la loi, voulait en finir avec cette fameuse conseil de justice américain. C'est le même modèle sioniste, effectivement. Il voulait les éteindre pour pouvoir prendre des décisions tout seul d'autorité. Donc, et en même temps se protéger par rapport aux procédures qu'il y a contre lui. Mais il y a une chose qui est importante de ne pas perdre de vue, essentielle, c'est que c'est un criminel. C'est un homme qui a l'habitude des crimes. C'est un homme qui serait capable d'exterminer la population palestinienne s'il n'y avait pas le monde. Oui. Et quand vous dites que Biden était contre, effectivement, Biden est contre pour la déclaration. Oui, il le fait. Mais Biden qui a dit rentrer par Rafah, il savait très bien que ce criminel allait y aller parce que son obsession, c'est d'en finir avec le Hamas. Et donc, quand il dit ça, c'est pas parce qu'il est contre. Il a dit qu'il était sioniste lui-même. Ça ne le dérange pas. C'est parce que sa base électorale commence à le détester pour ses crimes, cette apologie pour le coup du criminel et en même temps pour cette assistance au crime, parce que c'est lui qui livre les armes. Oui. Les sionistes sont incapables de fabriquer une bombe d'une tonne. Sans les armes, voilà. S'il n'y a pas les Américains, il n'y a plus de guerre. Donc c'est vrai que maintenant, les États-Unis il y a une population massive qui commence à en avoir marre de cette guerre, de ce massacre, et en même temps qui en veut à cet homme qui est censé être démocrate. Il me semble que les démocrates, c'est plutôt les modérés. Eh bien, aujourd'hui, on est effectivement dans une impasse. Et ce qui a dérangé Biden, ce n'est pas le fait que l'autre Netanyahou, ce chien enragé, aille massacrer les Palestiniens. C'est le fait qu'il n'ait pas répondu à son injonction. C'est ça qui l'a dérangé. Donc c'est un petit peu sa fierté qui en a pris un coup. Il s'est fait humilier. C'est un peu les égos des uns et des autres. C'est ça, c'est une question d'égo. Mais on n'a qu'à les viser. Le but de massacrer les Palestiniens, ça ne dérange pas Biden puisqu'il continue à livrer les armes. D'autant plus qu'il a laissé faire jusqu'au jour d'aujourd'hui. Et on voit ce qui s'est passé avec le nombre de victimes. Tout à fait. Il y a le fait qu'aujourd'hui, les États-Unis ont décidé de mettre en place un port artificiel sur la plage donc, de Rafah, on va dire les bons samaritains, pour faciliter l'arrivée d'aide humanitaire. Alors, le problème, c'est que cette idée, elle avait déjà germé il y a assez longtemps. Une sorte de port qui permettrait donc l'acheminement de l'aide humanitaire, qui sera donc octroyée aux agences de l'ONU, qui, elle, s'occupera de coordonner. On a l'impression que les États-Unis soufflent le chaud et le froid, alors que la solution est très simple. Il suffit d'ouvrir les passages et d'imposer ça à l'entité sioniste. Alors, cette façon que les États-Unis ont de tourner autour du pot n'est pas très catholique. C'est les protestants qui dirigent, pour le coup. Mais effectivement, ce n'est pas catholique. Mais on s'entend bien qu'effectivement, il y a d'abord Rafah, qui est le terminal de Rafah, qui est la frontière avec l'Égypte. Oui. Avec ce fameux passage que les sionistes ont pris aujourd'hui de Philadelphie, qui empêche ce passage de marchandises. Il faut voir le niveau de barbarie de ces gens-là, parce qu'il faut savoir la logique des sionistes. Ils ont une propagande massive dès l'enfance, de la haine de l'arabe. Pour eux, les Arabes sont leurs ennemis. Bon, on a compris le message. Et donc, ils sont capables de les faire mourir de faim. Et ce qui est étonnant, mais en même temps, ce n'est pas étonnant, parce qu'on sait bien que le complice est d'accord, c'est de dire que les États-Unis ont besoin de faire un port artificiel. Les visées du port, ce n'est pas ça, c'est autre chose. C'est de contrôler, de casser Gaza en deux et de contrôler avec des interventions au sol. Oui. Ils pouvaient passer facilement avec la frontière égyptienne, ils ne le font pas. Oui. Ils pouvaient imposer aux sionistes de laisser passer l'aide humanitaire, en vérité, c'est l'aide pour que les gens ne meurent pas de faim. Ils ne le font pas parce qu'ils sont complices actifs. Alors évidemment, pour leur population, pour leur opinion publique, ils sont donnés le sentiment qu'ils font quelque chose. Mais dans les faits, c'est ridicule. S'ils disent aux sionistes, laissez la porte ouverte à Rafah, c'est réglé en une journée. Ils ne le font pas, donc c'est de l'hypocrisie. Mais il ne faut jamais perdre de vue qu'il faut bien comprendre que le génocidaire américain, c'est le premier État génocidaire. Ils sont fondés sur la mort de 100 millions d'Indiens. Ces gens-là ont massacré 3 millions d'Irakiens. Donc ils savent de quoi ils parlent. Ils savent de quoi ils parlent, comment l'appliquer. Ces gens-là qui étaient inspirés par les massacres en Algérie. Oui. Ils ont pris les méthodes de la contre-insurrection à la bataille d'Alger pour torturer les Irakiens. Donc je ne crois pas que ces gens qui ont massacré la Libye aussi, la Somalie, n'oublions jamais tous les crimes perpétrés par ces barbares. La Corée, la guerre de Corée en 50-53, c'est pareil pour ce qui se passe au Japon, 2 bombes atomiques. Donc ils ont l'habitude de tuer des gens, ça ne les dérange pas, Hiroshima, Nagasaki. Oui. Donc de prêter main forte à des barbares comme eux, bon, je ne suis pas étonné. Le seul problème, c'est qu'il y a une démocratie en Amérique et qu'ils vont trancher leur vif en remettant au pouvoir un homme pas plus modéré, mais qui, dans l'absolu, ne veut pas la guerre.
Alors, il y a aussi, depuis le début, les efforts qui sont consentis par l'Algérie, qui est un petit peu, qui porte le flambeau, tête de file avec le groupe arabe, pour l'adhésion de la Palestine en tant qu'État membre à part entière à l'ONU et donc qui peut voter pour les résolutions. Bien sûr, plusieurs votes se sont faits au Conseil de sécurité. On a eu droit au veto, mais l'Assemblée générale, il y a eu de l'unanimité. Alors, le dernier vote donc en date, effectivement, il y avait unanimité, mais n'empêche qu'aujourd'hui, même si la Palestine n'a pas encore ce droit ou cette adhésion, il y a encore des droits qui ont été acquis. Que faut-il en penser? Est-ce qu'il faut persévérer avec l'espoir que, avec le temps et encore d'autres résolutions qui seront votées, la Palestine aura ce droit à être un membre à part entière? Moi, je ne veux pas être pessimiste, mais je le serai malheureusement. Les sionistes ont été fondés par le droit international de l'ONU. Et au moment où ils ont été fondés par ça, ils n'ont plus jamais respecté le droit. Ils ne s'intéressent absolument pas à ce que dit le monde entier parce qu'ils se croient les plus forts, les plus intelligents. N'oublions jamais que le chien enragé qui s'appelle Netanyahou dit que c'est le peuple de la lumière. Vous imaginez un peu ce qu'il y a dans la tête de ce monsieur. Et alors, ce n'est pas le cas. Hein. Ça fait très longtemps qu'ils ont déserté la lumière parce que c'était des gens excellents quand ils étaient des gens sans terre, en l'occurrence. Ils ont développé la science, la culture, c'est vrai, quand ils étaient un peuple apatride. Quand ils sont sécularisés, enfin, quand ils sont sédentarisés plutôt, c'était fini l'excellence. Oui. On est passé à autre chose. Ils ont une petite élite, mais ça pas bien haut. Et donc ces hommes-là ne respectent pas le droit. Et le fait que les Palestiniens aient plus de droits ne change rien au fait que de toute façon, ça fait plus de 104 résolutions qui sont foulées au pas. Les sionistes ne s'intéressent pas au droit, ils s'intéressent au droit de la force. C'est-à-dire que les Palestiniens ont le droit pour eux, mais malheureusement pour eux, ils ont la force contre eux. C'est ça la réalité aujourd'hui de la Palestine. Et on a reçu d'ailleurs récemment un journaliste palestinien, qui serait intéressant que vous receviez, qui nous a expliqué ce qui se passe réellement et les sentiments qu'il a. Et c'est vrai que quand on pense en termes de droit, face à des brutes qui ne s'intéressent pas, qui s'affranchissent complètement du droit, ça rappelle les nazis à l'époque. Le droit ne les intéressait pas non plus, ils ne respectaient rien. Eh bien, on peut se poser la question de savoir quels moyens de pression. Et je suis un peu pessimiste. Je pense qu'en 73, 50 ans avant l'attaque du 7 octobre, le 6 octobre 73, le droit s'est installé par la force parce que les Égyptiens ont massacré une grande partie de l'armée sioniste et ont créé une panique à bord. Ils se sont dit, pour en finir avec ce risque littéralement d'effondrement de l'armée sioniste, on va négocier. Donc je pense que le rapport de force, c'est la seule chose qui permettra aux Palestiniens d'obtenir le droit. Extrêmement important. Et bien justement, on se pose la question parce que finalement, le prétexte, ou si vous voulez, la raison qui a été donnée pour le refus ou le blocage de cette requête, c'est que l'adhésion de la Palestine ou la reconnaissance de la Palestine en tant que membre à part entière devait passer par des procédures judiciaires et une décision judiciaire, alors qu'on l'a vu en 1948, la proclamation de l'État sioniste n'est passée par aucune procédure judiciaire. C'est l'ONU qui l'a proclamée. C'est l'ONU qui a finalement officialisé le virus au Moyen-Orient. On peut parler même de métastase. Pourquoi cela ne se ferait pas pour, par exemple, la Palestine? Oui, ça a même métastasé, puis ils ont continué à s'étendre. Mais ce qui se passe, c'est que j'ai envie de dire une chose importante. Effectivement, en 1948, ils ont imposé 53% du territoire palestinien, parce que la Palestine a toujours existé, contrairement à ce qu'ils racontent. Ils ont dit aux Palestiniens, bon, on vous prend 53% du territoire. Et les Palestiniens devaient applaudir, mais c'est vraiment une plaisanterie. Ça n'a pas été négocié, puisque malheureusement, le monde arabe était, dans sa large majorité, dominé, et que ceux qui ont voté en faveur des sionistes sont des gens qui étaient achetés par eux. On sait ce qui s'est passé par derrière. Un grand lobbying. Donc un lobbying avec des gens qui étaient sous contrôle. Si l'Algérie avait été indépendante, si la Libye avait été indépendante, si tous les pays arabes étaient indépendants, jamais ça serait passé au niveau du droit. Donc ensuite, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, on a un État qui a imposé sa présence de façon dangereuse, qui s'est élargi au fur et à mesure. On est arrivé au stade de dire on ne fait plus les frontières de 47, mais de 67. Les frontières de défaite à nouveau. Et même ça, ils le refusent. Parce que dans les visées sionistes, c'est une façon de dire nous sommes le peuple supérieur, nous sommes la race des seigneurs, en l'occurrence. Vraiment, c'est un discours qui est très messianique quelque part. Et ces gens-là ne méritent pas d'être respectés. C'est pour ça que je parle beaucoup de rapport de force. Tant que le rapport de force ne sera pas établi, il n'y aura pas de négociation, malheureusement. Et je le déplore, parce que c'est des civils qui meurent, quoi qu'il arrive. Mais aujourd'hui, on se rend bien compte, effectivement, que le droit des Américains de dire, vous vous rendez compte un peu l'hypocrisie américaine, ils vous disent quoi? Nous n'acceptons pas, alors qu'il y a quand même 143 pays qui ont voté en faveur d'eux, 9 qui ont voté contre et 5 abstentions, eh bien nous n'acceptons pas la démocratie, parce qu'il y a une question de démocratie, grâce à notre droit ultime, droit de veto, qui est antidémocratique. Et ils disent quoi? On ne peut pas accepter qu'on proclame l'État palestinien à l'ONU, je rappelle que c'est l'Algérie qui avait commencé en 88. Pourquoi? Parce que les sionistes n'ont pas été consultés. Est-ce que les Palestiniens en 1947 ont été consultés? Ont été consultés. Donc ça n'a aucun sens. C'est un argument bidon. Et en plus, depuis quand on demande au criminel s'il est d'accord pour que ses victimes soient existantes? Aujourd'hui, non. Le criminel va forcément, dans sa négation, en finir avec la Palestine. C'est ce qu'on constate lorsqu'il y avait la guerre d'Algérie. Je vois très mal, par exemple, le groupe algérien
aller vers l'ONU pour demander une indépendance et consulter la France. La réponse était donc, si vous voulez, d'emblée connue. Le problème, c'est que vous avez fait donc allusion à ce discours, à ce narratif messianique aujourd'hui. Alors pourquoi ce discours messianique? Parce qu'on en parlait hier avec Tariq Ramadan, qui était l'invité de l'échiquier. Pourquoi ce discours messianique est très permis lorsque il est utilisé, pratiqué par l'entité sioniste, et que ce même discours, peut-être, s'il avait été utilisé par les Palestiniens, qui, Dieu merci, ne l'utilisent pas, parce que de toute façon, ils utilisent juste le langage du droit international, eh bien, il ne serait pas passé. Et personne ne s'offusque. Alors là, je suis en train de lire une histoire des Arabes et des musulmans. L'obsession de ces gens-là, c'est de caractériser, d'essentialiser les Arabes en disant que ce sont des voleurs, des violeurs, des gens qui prennent en otage, des criminels, des égorgeurs. C'est un peu ça. Donc cette obsession est restée dans l'inconscient collectif occidental. Parce qu'ils égorgent le mouton en plus. Oui, au-delà de mouton, eux ils égorgent avec les usines, les moutons, mais bon. Mais pour dire que réellement, il y a un rapport à l'arabité qui est problématique. Donc le Palestinien étant arabe, de fait, même s'il n'y a pas que des Arabes là-bas, eh bien on va dire que ces gens-là sont des barbares. C'est une façon de déshumaniser. Les sionistes disent ce sont des animaux humains. Vous vous rendez compte un peu le niveau. Parce que la dernière fois qu'un être humain a dit d'un autre c'est un animal humain, ou c'est un Untermenschen, c'était les nazis. On se rappelle ça. Moi j'ai envie de dire que quand les Européens ont massacré ces malheureux juifs en Europe, il faut toujours condamner les massacres qui ont été perpétrés sur cette population qui était sans défense. Tous les Arabes ont soutenu les Juifs d'ailleurs, il faut le rappeler, et tout le monde devait condamner cette barbarie européenne. Il ne faut jamais perdre de vue que c'est eux qui ont inventé ça. Et ensuite maintenant ils voudraient dire des Palestiniens qui seraient des criminels en puissance et qui ne respecteraient pas le droit et que les sionistes ont le droit de se cacher derrière la religion. C'est un prétexte, il n'est pas religieux Netanyahou. Pour justifier de ce nouveau cadastre que serait la Torah. Ça ne tient pas la route. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, quand on entend ça, on se dit, mais c'est quoi le problème? La France, par exemple, qui est laïque, va soutenir un État qui est théocratique, parce que c'est un État théocratique. Théocratique, absolument. Absolument. Quand on dit l'État des Juifs, on caractérise le fait que c'est un État qui sacralise la religion juive, et donc un peuple avec une religion. C'est incroyable. Quand on dit, par exemple, l'État d'Israël, et c'est incroyable d'entendre ça, ils ont récupéré les termes utilisés par les nazis, qui obligeait chaque juif allemand à s'appeler Israël sur son premier nom et chaque femme allemande à s'appeler Sarah. Vous vous rendez compte un peu la logique de fou. Eh bien, en vérité, ce jeu d'hypocrisie rend service à l'Occident parce que d'un côté, ils vont dire qu'il y a d'un côté des gens qui nous ressemblent, qui sont occidentaux, ce que voulait Théodore Herzl d'ailleurs, et de l'autre côté, ces orientaux, ces arabes en l'occurrence, ces asiatiques, les appelés asiatiques à l'époque, qui sont des gens un peu demeurés, un peu sauvages, un peu barbares. Et c'est comme ça qu'on déshumanise d'un côté et qu'on valorise de l'autre. Un sioniste tué vaut 1000 Palestiniens. C'est ça le rapport aujourd'hui. Eh bien justement, quand on voit la terminologie qui est utilisée, donc à partir du moment où on dit c'est la terre promise, tout le monde doit obtempérer. L'Occident obtempère aveuglément, sans se poser des questions. Oui, c'est la terre promise. Par qui? Je ne sais pas. Le bon Dieu, finalement, il est devenu un directeur d'une agence immobilière avec un cadastre. Bon, c'est pour l'entité sioniste. Et puis le reste, débrouillez-vous, vous pouvez les tuer, vous pouvez en faire ce que vous voulez. C'est ça, au fait. Ce discours qui paraît aberrant passe très bien dans un Occident, disons, celui de la raison, de la logique. Et ça reste quand même incompréhensible, Gamal Abina. L'irrationalité face au rationnel, on est d'accord. C'est-à-dire que si on va dans une pensée critique et rationnelle, si on est kantien par exemple, on ne dit pas ça. Mais le problème, c'est que c'est un prétexte formidable parce que, rappelons tout de même que c'est une 9e croisade. Il y a eu 9 croisades, presque 10 maintenant. C'est une 9e croisade qui, pour le coup, commence, semble-t-il, à réussir. Les autres croisades n'ont pas réussi. Pourquoi? Parce que les envahisseurs d'Europe n'arrivaient pas à faire souche au Moyen-Orient, parce qu'on voyait bien que ces envahisseurs physiquement. Là, en l'occurrence, ils ont envoyé un peuple européen avec une partie de peuples orientaux pour faire en sorte de créer un État théocratique. Et je le dis théocratique parce que clairement, dans la Constitution, ça apparaît de plus en plus. Et donc, c'est une façon de dire, voilà, ces gens-là sont chez eux. C'est pour caractériser le fait qu'ils reviennent bien chez eux. Ce mythe du retour qui n'existe pas, qui a été déconstruit par Noam Chomsky, par exemple, eh bien, ce mythe du retour dans une terre qu'ils n'ont jamais connue permet de pouvoir placer des premiers ministres sionistes, tous exclusivement européens occidentaux. Russes. Russes, ukrainiens, lituaniens. Et en plus, pire encore, pour masquer leur coup, vous savez comment ils ont fait? Pour les Ben Gurion, c'est pas son vrai nom, c'est un nom qui venait en ski. Tous les noms ont été changés pour faire orientaux, Ben par exemple, alors qu'ils n'en sont pas. Et les juifs orientaux, les vrais juifs en l'occurrence, ceux qui ont une longue tradition juive, qui sont souvent antisionistes d'ailleurs, eux sont considérés comme des gens inférieurs. C'est intéressant en termes de caste. Donc voilà, ça mérite toute une émission à elle seule. Alors, juste pour terminer et conclure, parce que bon, le temps qui nous est donc en principe imparti va bientôt tirer à sa fin. Gamal, pour revenir un peu sur le terrain, aujourd'hui, Rafah est en souffrance. C'était un peu le seul bastion, le seul refuge pour les Palestiniens, que ce soit Rafah Nord ou Rafah Sud ou Est, Ouest, prenez-les comme vous voulez. Finalement, où vont partir les Palestiniens avec ces bombardements quotidien encore?
est-ce qu'on finalement on ne cherche pas réellement à les pousser vers les frontières avec l'Égypte et du côté de Cisjordanie où on s'attaque des incursions par exemple sur des paysans et des agriculteurs, on veut les pousser vers la Jordanie? La propagande sioniste parlait des Juifs à la mer en disant que c'était les Palestiniens qui avaient dit ça, ce qui était faux. Ça a toujours été un mensonge, mais bon. Parce qu'ils n'ont jamais dit ça, c'est un peuple qui était accueillant à l'origine. Aujourd'hui, on se rend bien compte que dans une visée génocidaire, parce que quand on est coincé, c'est génocidaire. Oui. Effectivement, les Palestiniens sont poussés à droite, à gauche, dans le but de les exterminer. Mais c'est tellement délirant et stupide qu'on se dit mais pourquoi cet homme qui fait la guerre espère en finir avec le Hamas en tuant plus de civils, ça ne fonctionne pas, et surtout en les déplaçant, parce que s'il déplace les civils, il déplace les combattants avec. Simplement parce qu'il a compris qu'il avait perdu la guerre stratégiquement, tout simplement. Donc je pense que l'objectif, effectivement, de ce massacre de masse, c'est de traumatiser les Palestiniens pour qu'ils partent. Le problème, c'est qu'aucun pays arabe ne veut les recevoir parce qu'ils ne veulent pas d'une nouvelle Nakba. Et peut-être aussi parce que les Palestiniens ne veulent pas non plus partir pour ne pas reproduire ce qu'on appelle le scénario de 48, où ils ont été accusés d'avoir vendu leurs terres, à tort d'ailleurs, et non pas à raison. Merci beaucoup Gamal Abina d'avoir été avec nous. Je rappelle que vous êtes analyste des questions donc, internationales. Mesdames et messieurs, on se retrouve demain pour un nouveau numéro de l'Échiquier international. Au revoir.